continue le chapitre 10 sur l'induction électromagnétique, donc qui est peut-être le plus beau chapitre de tous les chapitres, parce qu'on voit comment on va produire une tension électrique. On a vu, en fait, donc je vais revenir à ma petite éolienne, donc on a vu ici, en tournant des aimants proches de bobines, qu'on pouvait produire une tension électrique. Donc le but de ce chapitre-là, c'est, là on a vu un premier pas dans la première capsule qui s'appelait le flux magnétique. Donc qu'est-ce que le flux magnétique? C'est la mesure du nombre de lignes qui traversent une surface. Donc, plus que la surface est grande, c'est sûr qu'il ne peut plus avoir de lignes. Si le champ est très intense, donc beaucoup de lignes rapprochées, ça peut donner un grand flux. Et ça dépend aussi de l'orientation de notre cadre ou de notre système fermé. Donc ici, j'ai dessiné juste un petit exemple pour faire un rappel. Donc j'ai un système fermé ici, les lignes de champ traversent. Et si le champ est uniforme, le flux magnétique va être donné par B à cause de phi. Ou encore, si B varie selon la position, donc, le B ici n'est pas le même que le B là. Donc là, il faudrait diviser en petit dA. Et en faisant l'intégrale de B.dA, on aura le flux magnétique dans ce cas-là. Donc, on se doute que c'est relié. Donc, le phénomène d'électricité ici qui est apparu quand j'ai fait tourner mon éolienne, il y a une tension qui est apparue. Donc, le prof, s'il a parlé de flux, ça doit être relié au flux. Donc, quelles sont les deux conditions? Donc, avant d'aller vers vraiment le concept mathématique, on va commencer par expliquer c'est quoi. Donc, quelles sont les deux conditions pour avoir une tension dans un système? Première chose, ça prend un système fermé conducteur. Donc, ici, dans notre cas, là, c'est peut-être pas évident. Je ne sais pas si on peut le voir. Si je remontais ça ici, on a des bobines ici. Donc, je vais avoir une ou des bobines. Donc, ici, c'est un système de plusieurs bobines. Donc, ici, je ne sais pas si on le voit en rouge. Donc, j'ai des bobines. Donc, j'ai un système fermé métallique. Donc, ça, c'était la première condition. Et on aura besoin d'une deuxième condition. Qu'est-ce qu'il va falloir avoir? Il va falloir que dans ce système fermé-là, métallique ou conducteur, on doit plutôt dire conducteur, qu'il y ait une variation de flux. Donc, il faut que dans le système fermé, qu'il y ait une variation de flux. Donc, si on a les deux conditions, on peut avoir une tension qui apparaît dans ce système-là. Donc, si on le dessinait, donc j'ai un système fermé, donc ça peut être mes boucles tantôt. Donc, j'ai un B qui est produit par des aimants. Donc, j'ai un B quelconque comme ceci, comme ça, comme ça, comme ça. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux approcher, éloigner un aimant pour que le B varie. Ou encore, je pourrais choisir que c'est l'air qui devient de plus en plus grande ou de plus en plus petit pour avoir plus de lignes ou moins de lignes. Qu'est-ce qui arrive ici? Ce système-là, si on le représentait sur une autre forme, deviendrait ceci. Donc, on a notre boucle, notre système conducteur qui est comme ceci. Et dans notre système conducteur, on aurait ce qu'on appelle une pile virtuelle. Pile virtuelle ici, qui apparaît. Et cette pile virtuelle-là aura un nom. On va l'appeler une FEM induite. Donc, parce que ce n'est pas une pile concrète, donc on ne peut pas y toucher concrètement. Donc, on l'appelle une FEM induite. Donc, c'est ça qu'on va découvrir avec la loi de Faraday. Maintenant, on va développer l'aspect mathématique de la loi de Faraday. À quoi ressemble cette équation-là? Donc, avant d'arriver vraiment sur l'équation que vous retrouvez sur votre feuille de formule, on va y aller de façon intuitive. Donc, comme c'est l'induction, on peut intuitive. Donc, ici, pour faire apparaître une FM induite, donc ce symbole-là, ça va être ceci. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir une variation de flux. Si le flux varie dans ce système, on peut avoir une FM induite ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on peut dire, c'est la variation du flux magnétique divisé par l'intervalle de temps. Donc, plus que le flux va varier rapidement, plus que la FM sera grande. Donc, ça, c'est l'aspect qualitatif. Donc, si on veut savoir c'est quoi la loi de Faraday sans penser à la vraie équation, on pense, c'est la variation de flux par rapport au temps. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Donc, souvent, là, c'est marqué sur une forme d'une grande variation, donc sur un grand delta T. Mais si delta T est envers 0, donc si on a un delta T qui est très petit, donc qui est un moment instantané, qu'est-ce qu'on va voir ici? Ce
cette expression-là va devenir une dérivée. Donc, il va falloir dériver l'expression du flux par rapport au temps. Donc là, ça donne l'impression, que ça risque d'être compliqué. Donc, vous allez voir que les dérivés, ça se fait relativement bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? OK, donc on a un système fermé. Donc ici, c'est une boucle fermée. Donc ici, je pourrais répondre ici. Donc ça, c'est une boucle fermée. Mais quand vous avez regardé dans mon éolienne, je ne sais pas si ça se voyait, j'avais pas juste un tour de fil, j'avais des milliers ou des centaines de tours de fil ici, en ce cas-là. Qu'est-ce qui arrive? Chaque tour de fil crée sa FM. Donc, si j'avais une boucle, ça donnerait 0.2 millivolts. Ah, j'en rajoute une deuxième. Donc, ça donnerait un autre point 2, un autre point 2, un autre point 2. Et la somme de tout ça va donner la FM totale. Donc ici, on va multiplier notre FM induite par N, où N représente le nombre de spires dans le système où on va avoir une FM induite. Donc ici, faites attention, donc en classe, on voit qu'il y a peut-être 2 N, il y a un N ici, et il y a peut-être un N pour le flux, donc il va falloir faire attention à ça. Donc N, c'est le nombre de tours de spire dans le système où on a une FM qui est induite. Donc dans le système où il y a quelque chose qui est induit, donc qui crée une tension électrique. Et aussi, on va voir la formule officielle, il y a un moins devant. Donc le moins, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce système-là s'oppose à une variation de flux. Donc, dans la prochaine question qu'on appelle la loi de Lenz, donc la loi de Faraday, c'est la loi qui prédit la grandeur de la FM, tandis que la loi de Lenz, donc tantôt j'ai fait un dessin comme ceci, avec une FM qu'on a tracée comme ceci, qui donnerait dans le circuit fermé un courant induit. Donc, la loi de Faraday donne la grandeur. Ça serait une pile de 6 volts, de 9 volts qui apparaîtrait. Et la loi de Lenz, c'est elle qui va prédire le sens du courant induit. Est-ce que le courant induit se tourne horaire ou anti-horaire? Donc, on va voir que dans cette loi de Lenz-là, c'est un phénomène d'opposition. Donc, si le flux augmente, lui réagit d'une certaine façon. Si le flux diminue, il réagit d'une autre façon. Donc, on va voir que le système s'oppose à toute variation. Donc, comme il s'oppose, on met un petit moins devant. Or, ce petit moins-là, il n'est pas inutile. Quand vous allez faire des problèmes, nous, on va vouloir savoir la valeur absolue de la FM. Donc, nous, on va laisser tomber le moins et on va juste calculer ce terme-là par la suite. Donc, là, maintenant, on va développer cette équation-là pour voir comment on l'applique dans des problèmes concrets. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette formule-là, sur la feuille de formule? C'est seulement, bon, la force électromotrice qui sera induite sera égale à moins N dérive du flux par rapport au temps. Donc, ça peut donner quelque chose des fois de bizarre. Des fois, il faut dériver pour avoir le flux, mais pour obtenir cette expression-là, il faut des fois intégrer. Donc, en classe, vous allez voir, bon, en faisant des problèmes, comment on introduit un dans l'autre, mais on va diviser ça en deux cas. Donc, le premier cas, c'est quand on va avoir un delta T qui est concret. Un delta T qui est pas quelque chose qui tend vers 0. Donc, on dit, un delta T, par exemple, de 3 secondes. En 3 secondes, l'air a changé de telle façon. Ou en 3 secondes, le champ magnétique a augmenté de telle façon. Donc, quand vous allez avoir un delta T concret, qu'est-ce que vous allez faire? On va remplacer les dérivés par des taux de variation. Et on va laisser tomber le moins devant. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on aurait ceci, serait égal à N, taux de variation du flux magnétique ici. Et là, vous allez voir, c'est souvent une expression qu'on met une dans l'autre. Donc ici, qu'est-ce que le flux magnétique? Donc, dépendant si c'est uniforme ou non uniforme. Donc là, je vais faire uniforme. Et après ça, je vais ouvrir une parenthèse pour le non uniforme par la suite. Si B est uniforme, le flux magnétique va devenir ceci. Donc, ça va devenir variation par rapport au temps de B à cos de phi ici. Généralement, dans les problèmes qu'on va vous proposer, il y aura juste un des 3 facteurs qui va varier en fonction du temps. Donc, ça peut être le B qui augmente ou qui diminue. Ça peut être l'air de notre système qui augmente ou diminue. Ou l'orientation du système qui change dans le temps. Là, je pense avoir faire une gamme, je vais marquer un θ ou un phi. Donc, c'est un phi ici. Donc, ici, il y aura toujours des constantes. Donc, dans notre cas, on va toujours sortir les constantes. Et là, juste pour donner une idée peut-être de la difficulté de certains problèmes, on va supposer que c'est A et phi qui sont des constantes.
constante que ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va donner l'expression? Ça va donner ceci. Donc, le E induit sera égal à N, donc le nombre de tours de fil dans lesquels on va avoir le courant induit ou il y a la variation de flux. Donc, des fois, je vais marquer peut-être un petit I pour dire c'est ou IND pour induit. Ah, qu'est-ce qui est constant? Supposons que c'était l'air. Ça pourrait être l'air. Dans certains problèmes, c'est l'air qui va varier. Ça pourrait être le cos de phi aussi qui varie. Donc, on sort les constantes et ici, il nous resterait delta B, delta T ici. Donc, on pourrait vous dire, ah, le B, delta B, c'est B final moins B départ. Donc, on peut dire, ah, le B a varié de 5 Tesla à 9 Tesla en 2 secondes. Donc, on aurait 9 moins, je ne me souviens plus quel chiffre, divisé par 2 secondes, qui donnerait notre delta B. Donc, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, mais des fois, les problèmes peuvent devenir un petit peu plus complexes. Donc, des fois, on pourrait remettre d'autres choses. On a vu dans une capsule que le B de ce lien était donné par mu0 NI ici. Donc, des fois, il faudrait peut-être remplacer le B par mu0 NI. Donc, on aurait ici, donc N, A, cos de phi, taux de variation par rapport au temps de mu0 petit n fois i. Et là, on refairait la même chose. Qu'est-ce qui est constant? On sortirait. Donc, ça, c'est une constante. On sort. Le nombre de tours de fil, c'est dur à changer ici. Et là, possiblement, on vous dirait dans le solénoïde, le courant a passé de telle valeur à telle valeur en tant de secondes. Donc, c'est souvent c'est construire votre équation pour arriver à la fin pour qu'on puisse calculer la FM induite. Donc, ça, c'est dans le cas où ce qu'on a un intervalle de temps concret. Si on y va de l'autre côté, donc je pensais être bon pour faire ça juste du même côté. Donc, excusez, je suis obligé d'effacer ça ici. Donc, si on a un delta t qui tend vers 0, donc un delta t qui tend vers 0, ça veut dire qu'on est à un moment précis ici. Donc, on est vraiment à un moment précis. Donc, à 2 secondes, à 9 secondes, qu'est-ce qu'il y a comme FM induite? Donc là, ici, c'est le même principe. Donc, vous partez avec ceci. Donc, taux FM induite est égal à N. Et qu'est-ce qu'on a ici dans ce cas-là? On remplacerait notre flux par l'expression. Donc, on va le faire juste avec le B uniforme, puis on va ouvrir la parenthèse plus tard. Donc, ça donnerait BA cos de phi ici. Dans cette expression-là, il y aurait des termes qui sont constants, des termes qui sont des variables. Donc, tout ce qui est constant, on sort de la dérivée. Et après ça, il resterait à dériver quelque chose. Donc, là, il y a plusieurs possibilités. Une des possibilités, par exemple, c'est qu'on vous donnerait la fonction de B. Donc, on pourrait dire que B, c'est égal à 3t carré. Donc, on remplacerait B par 3t carré. On le dérive, on met notre valeur de t à l'intérieur, on résout. C'est l'air, donc il faudrait donner l'expression, comment l'air varie en fonction du temps. Ou encore, on va voir plus tard, ça va faire partie d'une capsule spécifique. Qu'est-ce qui arrive quand c'est le phi qui varie? Quand c'est l'orientation, et c'est le cas peut-être le plus intéressant, le plus concret pour notre vie de tous les jours. Donc, on met ça à l'intérieur, on sort les constantes et on dérive. Donc, c'est pas plus compliqué que qu'est-ce qu'on vient de faire ici. Dernier petit point là-dessus, donc je vais effacer ça ici. Qu'est-ce qui arrive quand B n'est pas uniforme? Donc, faire attention, il y a deux possibilités. Il y a le B constant ou non constant. Donc, constant, ça veut dire en fonction du temps. Et il y a le B uniforme qui dépend de l'espace. Si vous avez un B qui est non uniforme, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, vous devez réaliser l'intégral. Donc, vous allez intégrer B.dA pour trouver l'expression de phi. Donc, vous allez voir que phi sera égal à quelque chose avec des mu0, différents termes qui apparaissent ici. Et un coup, vous avez trouvé l'expression de phi. Là, ici, vous allez directement mettre ça dans votre équation ici. J'ai trouvé une expression en intégrant. On l'insère ici. Donc, le phi peut avoir un i qui apparaît, des distances qui apparaissent ici. Donc, on met ça à l'intérieur. Et après ça, on regarde. Dans cette expression-là, qu'est-ce qui est constant, qu'est-ce qui varie? Qu'est-ce qui est constant? On sort. Donc, supposons que le mu0 est mu0 constant, le i constant, et il resterait le i, donc dérivé de i par rapport au temps, donc on vous donnerait la fonction de i, et il resterait à la dérivée. Donc, en classe, c'est sûr qu'en faisant des exemples ensemble, vous allez voir que au départ, c'est un peu laborieux, mais après ça, quand vous voyez la logique, OK, c'est ça, 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 donc peu importe le problème qu'on vous donne, c'est B, A, cos de phi, vous allez voir que ça revient toujours à peu près à la même chose. Donc, avec ça, on vient de terminer
la capsule la plus importante. Donc, on se dit au revoir. Yo tout le monde! Et à la prochaine fois!